Ensuite, j'ai lu Les 7 cadrans d'Agatha Christie. C'est un livre que j'ai lu en 2021. J'ai commencé quand j'étais partie en Angleterre, je me souviens. J'ai lu quelques pages et puis ensuite j'ai complètement arrêté de lire le livre. Ça m'avait un peu saoulée, même si le livre était génial. Je vous avais dit, c'était une période où j'avais du mal à lire. Et en fait, là, cette année, dans mon objectif de 24 livres, il fallait que je lise des livres. Et j'avais fait beaucoup de romans biographiques, beaucoup de David Fuenquinos. Je voulais changer. Et surtout, les romans policiers me manquaient. Et je suis tombée sur ce livre-là. Et en fait, vraiment, je me suis dit, mais je l'ai, ça fait 1 an et demi qu'il faut que je le lise, c'est maintenant. Je voulais le finir, il y avait un sentiment d'inachevé, surtout que l'histoire était exceptionnelle, puisqu'en fait, c'est une bande d'amis qui partent à la campagne, ils sont, je crois, 8 ou 9, et en fait, de cette bande d'amis-là, il y en a toujours un qui se réveille le dernier, il s'appelle Jerry Wad, c'est toujours le dernier à être levé, et du coup, ils décident, cette bande, de lui faire une petite blague. Ils vont tous acheter des réveils, et ils vont tous lui mettre les réveils dans sa chambre, d'accord? Pour que comme ça, le lendemain, quand il se réveille, il soit sûr de se lever et d'entendre le réveil. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont tous se rendre à la boutique, ils vont tous chacun acheter une horloge, ils vont lui glisser tout simplement l'horloge un par un. En fait, ils vont monter dans la chambre la nuit pour lui mettre l'horloge, et voilà. Et ce qui va se passer du coup, c'est que le lendemain à midi, il est toujours pas levé et ils comprennent pas, parce que logiquement le réveil, il aurait dû l'entendre, tout le monde l'a entendu dans la maison sauf Jerry, et quelqu'un va monter dans la chambre et ils vont se rendre compte que Jerry est décédé. Et forcément, on se pose des questions, comment est-ce qu'il est décédé, etc. Et le livre est génial. Et petite anecdote qui est juste incroyable, c'est que du coup, j'ai acheté le livre avant de partir en Angleterre. Quand je suis allée en Angleterre, j'ai fait des petites visites guidées, et en fait, j'avais un livre entre les mains. Et le guide m'a demandé, qu'est-ce que tu lis? Et j'ai dit, Les 7 cadrans. Il m'a dit, no way. J'ai dit, si, je lis le livre. Et là, il s'est tourné et il m'a montré une horloge et il m'a dit que c'était ça, en fait, les 7 cadrans. Ce monument-là que je voyais, et j'étais là en mode, waouh, what the fuck, trop ouf. Et vraiment, le livre est génial, j'ai adoré, je mets 9 sur 10. Et cette fois-ci, pour la première fois, j'avais décidé même de tenir un petit carnet où je me disais, lui, il a fait cette action-là, c'est bizarre, suspect. Et en fait, ce qui est incroyable avec Agatha Christie, c'est que, en fait, elle sait te mettre, on va dire, des miettes pour te faire croire que c'est ça, alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est autre chose. Et du coup, je m'attendais forcément pas trop à ce que ce soit ce meurtrier-là, mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu En secret de Mary Higgins Clark, donc pareil, c'est un roman policier. Puisque j'ai lu Agatha Christie, je m'étais dit, ça m'a manqué quand même les romans policiers, il faudrait que j'en lise un, donc j'ai lu En secret. Et en fait, tout part d'un mail, donc c'est une journaliste qui reçoit un mail lui disant qu'il se passe des choses très étranges au sein d'une chaîne d'information. Une femme dénonce tout simplement des actes sexuels qui ont été commis par quelqu'un de la chaîne, et elle explique qu'elle n'est pas la seule à avoir subi ça. Donc forcément, la journaliste, elle s'interroge, elle se pose des questions, elle tente de contacter la personne qui lui a envoyé le mail, mais elle n'y parvient pas. Elle décide de mener l'enquête et on se rend compte que la personne qui a envoyé le mail est décédée, bizarrement. On va du coup suivre l'enquête de la journaliste et elle va découvrir qu'il y a d'autres victimes. Ça va vraiment être un peu le fil qu'elle tire, et elle va se rendre compte qu'en fait la bobine est énorme. Elle va faire la rencontre du coup d'une autre victime, et puis finalement cette victime, bizarrement, elle va finir par se suicider quelques temps après, et elle comprend vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, elle mène l'enquête. Le livre était vraiment très bien. Je mets la note de 7 sur 10, non 8 sur 10, très bien. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Pour ceux qui ont vu mon vlog il y a pas longtemps, j'en avais parlé, puisqu'en fait Françoise Sagan, je l'ai découvert du coup dans Un jour une histoire, donc j'ai découvert son histoire et j'avais adoré. Ils avaient parlé de Bonjour Tristesse, c'est son tout premier livre qu'elle a écrit quand elle avait seulement 18 ans, et à 18 ans seulement, le livre a fait un tabac. Elle a vendu plus d'1 million d'exemplaires, et aujourd'hui on se dirait que c'est rien, mais à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Et en fait, à l'époque, être écrivaine, déjà c'était quelque chose qui était très reconnu, très apprécié, encore plus qu'aujourd'hui. C'est un livre qui l'a tout simplement propulsée. Elle a fait fortune, après comme je vous l'avais dit, malheureusement elle a eu des gros problèmes d'addiction et c'est quelque chose qui l'a détruit. Bref, en fait, pour être très honnête, le livre a été écrit, si je dis pas de bêtises, dans les années 50, donc j'avais un petit peu peur, puisque je me suis dit que bon, un livre écrit dans les années 50, ça doit avoir un style d'écriture un peu vieillot, un peu ancien. Et en fait, pas du tout, vraiment, j'ai adoré, c'était très simple à comprendre. Et ça parle de Raymond, donc c'est un veuf qui collectionne les femmes, il les enchaîne. Il a une fille qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Cécile. Ils vivent tous les deux, c'est un duo tout simplement. Et malheureusement, Cécile, il la considère pas trop comme sa fille, mais plus comme une amie, genre il lui parle même de ses relations. À un moment donné, il va faire la rencontre d'une femme, et pour le coup, cette femme-là, il va vraiment bien l'apprécier au point même de tomber amoureux. Et c'est quelque chose qui va rendre jalouse sa fille, et elle va tout faire pour le séparer de cette fille-là. Et en fait, en parallèle de ça, il y a aussi une autre fille, et malheureusement, les choses vont faire que Cécile, elle va tout faire pour briser ce couple-là, pour redevenir la numéro 1. Je m'attendais pas du tout à cette histoire-là.
histoire-là, j'ai adoré. Non, moi je me dis que c'était hyper... Non, 7 quand même, c'était vraiment hyper simple à lire, c'était très sympa. Par contre, moi il y a un truc qui m'a vraiment choquée. Quand j'ai vu, le documentaire sur François Sagan, en fait il disait qu'à l'époque le livre avait choqué et scandalisé les mœurs parce que on y parlait de relations amoureuses, machin, limite un peu sexuelles. Et quand j'ai lu le livre, j'ai dit mais c'est quoi ces conneries? À aucun moment on a des scènes de sexe en fait qui sont décrits, à aucun moment. À côté de ça, la seule chose dont on parle dans le livre, c'est un homme qui change de femme comme de caleçon, mais il n'y a aucune scène, on va dire, étrange ou bizarre qui sont traduites. Juste Cécile, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup aussi, elle va faire la rencontre d'un garçon là-bas, et ils vont bien s'aimer, ils vont bien flirter. Ah, je suis en train de me souvenir. Il me semble à un certain moment qu'elle a peut-être perdu sa virginité avec lui. Oui, c'était même ça. Mais il faut lire le livre pour comprendre. C'était tellement subtil. À aucun moment, ils disent on était dans la chambre et on a fait ça. Pas du tout. En fait, je vous dis même au début qu'il n'y a aucune scène parce que je me souvenais même pas tellement. C'était écrit de façon subtile et délicate. Il y avait pas de scène explicite. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'était super soft, mais vraiment super soft. J'avais lu vraiment que ça avait fait scandale. Pardon. Mais je pense que si à l'époque quelqu'un avait écrit After ou encore un 50 nuances degrés, mais la personne elle se serait retrouvée pendue. Tellement c'est choquant ce genre de livre là. Alors que Bonjour Tristesse, ça n'a absolument rien de choquant. Bref, le livre était génial. Ensuite, j'ai lu La femme en moi de Britney Spears. Alors, Britney Spears, c'est une chanteuse que j'adore. Maintenant, je suis pas une fanatique, vous voyez. Forcément, on a tous entendu parler de la tutelle de son père, qui était une tutelle des plus abusives, qui a pris fin il y a pas très longtemps, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Et donc, forcément, c'est une histoire qui m'intéressait. J'avais en fait envie vraiment de découvrir ce que Britney Spears avait à dire, puisque c'est son livre, c'est elle qui le raconte avec ses mots. Forcément, on a tous vu sur Instagram ces danses un peu bizarres avec les couteaux, etc. Personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis vachement inquiétée. Je me suis dit, oula, j'avais un peu l'impression, pas qu'elle est devenue folle, parce que pour moi, c'est pas devenir folle, mais qu'il y a quelque chose en fait cloché et que ça n'allait plus bien en fait en elle. C'est quelque chose qui m'a vraiment rendu triste quand j'ai vu ça, parce que Britney Spears, je sais qu'il y en a certains qui ont oublié qui c'était, mais Britney Spears, c'est Britney Spears. Genre, c'est une icône. Vous voyez, il y a Beyoncé, une icône, mais Britney Spears, elle est vraiment pas très loin. Je suis désolée, je sais que certains vont peut-être vouloir m'abattre, mais en tout cas, c'est la vérité. Britney Spears, c'est une putain de star. Et le fait de voir qu'elle a été autant sous emprise et que sa vie a été autant brisée, c'est quelque chose qui m'a profondément blessée. Et j'avais vraiment envie de lire le livre, tout simplement pour entendre son son de cloche, parce que tout le monde parle en fait à la place de Britney Spears, sauf Britney Spears. Et je trouve ça un peu culotté, donc je voulais vraiment lire son livre, et je regrette pas parce que du coup, j'ai vraiment appris à découvrir son histoire que je ne connaissais pas. Elle a commencé tellement jeune, et elle a tellement percé vite, et j'ai tout simplement adoré lire son livre. C'est une femme que je trouve très inspirante, de par en fait ses qualités de bosseuse. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des Noëls qu'elle a pas passé parce qu'elle était obligée de bosser. Je parle de quand elle était petite, hein. Normalement on est là à Noël, on attend les cadeaux, et en fait elle était déjà en train de bosser sur des sets, etc. Enfin, elle était entre guillemets, elle était faite en fait tout simplement dès le départ pour briller, et vraiment j'ai adoré le livre. C'est quelqu'un que je trouve honnête, authentique. Elle y parle de son enfance et de son rapport avec sa famille qui en fait n'a pas toujours été très sympa. En fait, son père il a pas vraiment été là, puis en fait elle avait sa mère, mais sa mère elle a un peu abusé, un peu forcé sur sa carrière à lui donner autant de casting. Je vais peut-être paraître un peu pour une aigrie ou une rabat-joie ou une fille qui veut pas faire la fête, mais quand t'es maman et que t'emmènes ta fille de 14 ou 16 ans dans des bars et que vous buvez de l'alcool, bah je trouve ça un peu bizarre. Genre dès le départ je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas trop. J'ai été tellement triste par rapport à son histoire d'amour avec Justin Timberlake. Par contre déjà Justin Timberlake, je le dis, je comprends pas encore qu'est-ce qu'il fout dans le paysage audiovisuel, cinématographique. Parce que c'est un homme, il a pas fait des choses qui sont considérées très graves. Je pense qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant, mais ce type-là, je peux pas me le voir. Donc ce qu'elle explique, c'est que en fait, quand ils étaient ensemble, ça a été dit, donc je peux le dire, elle est tombée enceinte. Et lui, il voulait pas de l'enfant. Il l'a forcé à avorter. Mais c'est pas juste forcé à avorter, c'est qu'en fait, étant donné que c'est des immenses stars, ils savaient très bien que s'ils allaient à l'hôpital, ça allait savoir. Elle a avorté à la maison, à domicile. Elle était aux toilettes, elle était en souffrance. Elle aurait pu mourir. Elle disait que elle savait pas ce qui se passait, elle avait trop mal, elle aurait aimé aller à l'hôpital. Et lui, il disait non, on va pas à l'hôpital, on va pas à l'hôpital. On aurait pu perdre Britney Spears sur des putains de carreaux toilettes. Merde, j'ai détesté cette anecdote et en fait, je peux pas me le voir. Quand ils se sont séparés, c'est Justin Timberlake qui était un véritable chien. C'est lui qui a récolté toutes les grâces. Justin Timberlake, tout le monde disait oh pauvre Justin, Britney est une pétasse, Britney est une... Et en fait, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Vous voyez ce truc où en fait les hommes peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent,
et il leur arrive jamais rien, ça me rend malade. Tandis qu'une femme, elle, il suffit qu'elle fasse la moindre petite erreur, surtout à l'époque, et elle se fait fusiller de partout. Britney Spears a dit qu'elle se faisait littéralement insulter de partout, etc., et que c'était terrible pour elle. Et puis si je dis aussi que j'aime pas Justin Timberlake, c'est que pour ceux qui connaissent Michael Jackson a une sœur, d'accord, qui n'est autre que Janet Jackson. Janet Jackson, elle a participé au Super Bowl dans les années 90-2000 et malheureusement pour elle, un énorme drame qui a brisé sa carrière. Et je ne le savais même pas parce que en France, nous on est au courant de certaines choses, mais on n'est pas au courant en fait de l'ampleur que ça peut avoir vraiment dans le pays. Donc Janet Jackson, elle a fait sa performance et en fait au cours de sa performance, il y a Justin Timberlake qui est venu. Ils ont dansé, etc. Et en fait à un moment, Justin Timberlake, il a fait un mouvement très brusque au niveau de sa poitrine et en fait ça fait tomber un cachon de sa tenue. Et il se trouve qu'en fait on a littéralement tout vu. Donc on a vu son sein en fait à la télé. Sauf que à l'époque, les années 90, le Super Bowl c'est une émission familiale, d'accord? Le show là c'est une émission familiale, il y a même Disney qui a participé. Les gens ont vu ça. L'émission a été transmise en direct devant 130 millions de téléspectateurs qui ont vu son sein sortir. Les gens ont appelé en furie les producteurs et l'émission, la chaîne télé tout simplement du Super Bowl pour se plaindre en disant que c'était une catastrophe, que c'était ignoble. Les gens n'ont même pas pu faire le discernement de voir qu'en fait c'était pas du tout prévu, d'accord? C'était un accident, mais les gens n'en ont rien à faire. Et à la suite de ça, Janet Jackson, elle s'est fait bannir du coup du Super Bowl. Il y a plein d'autres endroits où en fait elle s'est fait tout simplement bannir, elle s'est fait lyncher. En plus, bien évidemment, c'est une femme et en plus on va pas se mentir, hein, on va arrêter de dire que les victimes c'est une femme noire et ça a mis en fait de ce qu'il disait tout simplement vraiment un terme à sa carrière. Elle a fait d'autres choses après, malheureusement elle s'est jamais relevée de cette histoire là. Et en plus c'est Justin Timberlake, ce chien, qui a fait le mouvement et lui il a absolument rien eu en fait, tout simplement. Et c'est quelque chose qui me débecte, qui me dégoûte. Et donc du coup ce type là je peux plus me le voir, vraiment je peux plus me le voir. Janet Jackson, elle a dit qu'elle lui en voulait pas, elle aurait dû la briser sa carrière. Ensuite on a Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. C'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler et en plus j'ai vu qu'il faisait que 100 pages je crois. Je me suis dit allez, pour l'objectif c'est du pain béni, on va le lire. C'est l'histoire en fait d'un homme qui reçoit un jour une lettre pour son anniversaire si je dis pas de bêtises. Et dans cette lettre là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va lui raconter l'amour qu'elle éprouve pour lui depuis son enfance et elle va lui expliquer comment cet amour a conditionné toute sa vie. Du coup lui va lire du coup cette lettre d'une femme inconnue. L'histoire était juste géniale, j'ai adoré. Et en fait ça fait un peu stalker parce que du coup vraiment elle va lui raconter tous les détails de A à Z, comment est-ce qu'elle l'a vu pour la première fois, comment est-ce qu'elle a fait en sorte de toujours le rencontrer, de le croiser, etc. Et lui c'est quelqu'un en fait a déjà vu cette personne, il ne le sait pas, mais donc du coup sans s'en rendre compte cette personne en fait était amoureuse de lui et en fait elle va lui raconter tout simplement tous les détails et j'ai vraiment adoré le livre, c'était vraiment génial, je mets 8 sur 10. Et j'ai lu ensuite Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'est un livre, vous allez me dire, mais pour enfants, oui. Mais en fait, c'est un livre aussi que apparemment certains adultes lisent. C'est un livre que moi, je n'ai pas lu quand j'étais petite. Et j'avoue que j'étais jalouse parce que tout le monde, en fait, des fois en parlait en mode « Oh, le petit prince, le petit prince !» Certains avaient des références que j'avais pas et ça me saoulait. Et en fait, sur les réseaux sociaux, je suivais beaucoup une fille qui s'appelait à l'époque Recette Échelon 7, pardon. Donc c'est Iman. Et aujourd'hui, elle s'appelle, je crois. Et en fait, c'est une fille qui n'arrête pas de parler du Petit Prince et son livre préféré et elle en parle vraiment comme référence. Et à chaque fois je me dis bon bah ce serait peut-être bien que je le lise et du coup je l'ai lu. Donc bon bah la synopsis, c'est un prince qui vient d'une autre planète et qui déboule en fait sur plusieurs planètes différentes et dans chaque planète il y trouve un enseignement et il va débarquer je crois après du coup sur la planète Terre. Il va rencontrer quelqu'un et en fait je saurais pas trop comment est-ce que vous expliquer mais c'est un livre avec quelques enseignements et en fait j'ai trouvé le livre sympa mais je l'ai pas plus kiffé que ça, je vous avoue. Honnêtement, le livre était sympa. Il y a de beaux enseignements, notamment que le monde des adultes parfois devrait un peu s'assagir et redevenir un peu enfant, qu'on devrait arrêter de se prendre trop au sérieux et que on ne voit bien qu'avec on ne voit bien, je crois qu'avec le cœur, l'essentiel, je sais pas quoi. Ah merde, vous avez vu? J'ai oublié la citation. C'est quoi déjà? Ah, j'étais pas loin. C'est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est l'essentiel désolé. Oh, j'arrive plus à articuler, ça fait presque 1 heure que je filme, donc l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, donc ça c'est une très belle citation que j'avais déjà entendue dans plein... Ouais, je suis fatiguée, je dis la vérité, je suis fatiguée. C'est du coup une citation que j'avais lue et vue à plein de reprises au cours de ma vie. Je savais pas du tout qu'elle venait du Petit Prince. Mais voilà, le livre était sympa. Mais honnêtement, quand je l'ai lu, j'étais en mode bon, Iman, je l'aime bien, mais je trouve qu'elle abuse un peu. Genre, il est bien, mais voilà. C'est pas un livre
qui me marque. Voilà, c'est pas un livre qui me marque. Je mets 6. C'était sympa, sympa. Ça a rempli mon objectif, voilà. Ensuite, j'ai lu Confiance, encore mieux, et Autocuiseur. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il se trouve que ma sœur a eu un très mauvais bulletin. Dans ce mauvais bulletin-là, notamment au niveau du français, ça pêche. Et donc j'ai dit à ma sœur, tu vas aller emprunter 3 livres, d'accord, n'importe lesquels, et en fait on va faire une revue de ces livres-là. Et donc c'est ce livre-là qu'elle a emprunté. Ça parle d'une fille qui est très mal dans sa vie parce que elle a perdu un être qui lui est cher. Elle va voir une psychologue. Et en fait, elle a même fait une tentative de suicide. Donc ça va très mal dans sa vie. À côté de ça, il y a un autre type qui lui, pareil, a perdu quelqu'un qui lui était cher. C'est 2 destins liés qui vont se rencontrer. Finalement, il se trouve qu'ils vont un peu guérir au travers de cette rencontre qu'ils vont faire de l'un et de l'autre sans même savoir en fait que les deux ont perdu quelqu'un. Et le livre était sympa. Voilà. Est-ce que je vous le recommande? Il était sympa. Vraiment, il était sympa. Voilà. Je mets 6. Non, si, 6. Et donc, le dernier livre que j'ai lu, c'est La tête de l'emploi. Ceux qui ont vu le vlog savent, mais pour vous expliquer brièvement, la dernière semaine du mois de décembre, donc la dernière semaine de l'année 2023, il me restait un livre à lire. J'avais lu 23 livres sur 24, il m'en restait qu'un seul et je ne savais pas du tout quoi lire, je n'avais pas du tout commencé. À l'origine, je devais lire un livre l'avant-dernière semaine du mois de 2023. Malheureusement, c'était quand je suis tombée malade, donc j'ai pas pu lire de livre. La dernière semaine de 2023, je me suis dit, il faut que je lise impérativement, il me reste qu'une semaine, qu'est-ce que je vais lire? J'avais aucun livre à lire. J'ai une liste de livres à lire. Malheureusement, j'étais pas dans le mood ou sinon, tout simplement, je savais que ça allait être trop long, donc je m'étais dit, je vais pas les lire. Je savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait que je lise. Lundi, j'ai dit, il faut que je lise, j'ai pas lu. Mardi, j'ai dit, il faut que je lise, j'ai pas lu. Mercredi, je me suis dit, il faut que je lise, j'ai pas lu. Et en fait, c'est mercredi soir que, en regardant en fait sur mon téléphone, je suis tombée sur une capture d'écran, en fait, d'une citation que je trouvais très jolie. C'est une citation que j'avais dans mon téléphone depuis des mois et des mois et des mois. J'étais en train de faire le tri et du coup, je comptais la supprimer. Et j'ai lu cette citation que j'ai trouvée très belle et je vais vous la lire. C'est: j'ai consulté mon téléphone, je n'avais aucun message. C'est à cela que servent les téléphones portables, à se rendre compte que personne ne pense à vous. Avant, on pouvait toujours rêver que quelqu'un cherchait à vous joindre, à vous parler, à vous aimer. Nous vivons maintenant avec cet objet qui matérialise notre solitude. J'ai trouvé ça tellement beau et j'ai dit waouh, mais qui a écrit ça? Et en petit, il y avait écrit, vous savez qui avait écrit? Vous devinerez jamais qui est l'auteur de cette citation. David Fourquinos. Voilà, et je me suis dit non mais alors ça, c'est pas une coïncidence, je savais même pas que c'était de lui. J'ai dit bon, bah j'ai lu je crois 8 ou 9 livres de cet auteur cette année, c'est l'auteur que j'ai le plus lu. Et visiblement, il semblerait que la situation soit bonne et qu'elle traduise d'un livre qui devrait être excellent. Je vais lire le livre. On va clôturer sur David Fourquinos. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai lu La tête de l'emploi qui est de David Fourquinos. La tête de l'emploi, c'est un livre où on suit l'histoire de Bernard qui a une 50aine d'années et on va dire que tout va bien pour lui. Il a un travail, il a une femme, il a une fille, mais ce qui va se passer c'est que sa fille, elle va décider de partir tout simplement pour ses études à l'étranger, au Brésil il me semble. Et en fait à partir de ce départ-là, sa femme, il me semble qu'elle s'appelle Nathalie, elle va lui dire je te quitte, on était bien comme ça, on a une autre fille, j'ai essayé de préserver notre couple le plus longtemps possible pour elle, mais là en fait je suis tout simplement plus heureuse. Et puis en plus ce jour-là c'était censé être l'anniversaire de Nathalie et tout simplement il l'a oublié, il l'a pas pensé, donc du coup elle l'a quitté. Et en fait de ce départ là du coup il va aller revivre chez ses parents au travail. Ça se passait bien mais finalement ça se passe moins bien. Il est banquier. En fait dans sa banque, au fur et à mesure du temps, il est moins dans son bureau à conseiller les gens, il est plus tout simplement au guichet à l'accueil pour faute de personnel. C'est son patron qui l'a mis là. Il va se rendre compte en fait que son patron il l'a mis là en fait exprès parce que il a tout simplement plus envie de le voir. Voilà, il veut le virer. Et en fait le fait de le mettre au guichet, ça fait que les clients ils se posent des questions en se demandant pourquoi est-ce qu'il est au guichet et plus en fait tout simplement dans son bureau à conseiller les gens. Les gens ils vont vraiment voir ça d'un mauvais œil en se disant mais c'est bizarre, ce qu'il conseille mal, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des plaintes. Il y a des clients à lui qui vont tout simplement décider de changer de conseiller. Et en fait, le directeur, il va vraiment profiter de cette occasion pour le virer. Donc il a perdu sa femme, ensuite il a perdu son emploi. Il va essayer de retrouver sa femme, mais finalement, au moment où il arrive devant l'appartement, il va se rendre compte qu'il y a un homme et donc tout simplement, elle a déjà refait sa vie, elle perd pas de temps. Et donc à 50 ans, il va tout simplement se retrouver à devoir recommencer toute sa vie chez ses parents. Donc c'est vraiment un peu comme la vie de Benjamin Burton.
personne où en fait il recommence sa vie du début, voilà. Et c'est une histoire que j'ai trouvée fantastique. Et il va du coup faire la rencontre d'une autre femme qui vit exactement la même situation que lui. Elle s'est fait larguer, elle a perdu son emploi. Ils vont même aller à une espèce alcoolique anonyme version personnes qui ont perdu leur emploi et qui tout simplement n'ont plus de situation dans la vie. Le livre était génial. La fin, je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vraiment, j'ai adoré, voilà. J'ai vraiment kiffé. Ça traduit bien en fait de la réalité des choses et de la vie. Et si je dois mettre une note, je mets 9 sur 10. Vraiment, j'ai adoré le livre. Friends, Mes amours et cette chose terrible est le roman autobiographique de Matthew Perry alias Chandler Bing dans Friends. Friends, l'une de mes séries préférées et pour être très honnête, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Chandler. Je l'ai toujours trouvé trop tout simplement. Ses blagues me paraissaient toujours lourdes et malvenues. C'est le personnage que j'aimais le moins. En octobre, l'acteur qui incarnait le rôle est décédé et ça m'a fait tout drôle. J'ai vraiment eu de la peine. Ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur lui, d'où la lecture de ce livre. Et je peux vous dire tout de suite, il m'a vraiment bouleversée. Et il m'a même fait culpabiliser de ne pas l'avoir apprécié à sa juste valeur, car c'est en lisant son livre que j'ai vraiment compris qui il était, car comme il le dit, Chandler, c'est vraiment lui dans la vraie vie. Comme son nom l'indique, son livre parle de Friends, ses amours et cette chose terrible. Et c'est par là qu'on va commencer. Cette chose terrible, ou plutôt ces choses terribles, sont ses addictions à l'alcool, la drogue et les médicaments. Plus jeune, ses parents ont divorcé, il s'est toujours senti coupable de ça et cela lui a créé un véritable manque de confiance en lui. À l'adolescence, il va découvrir l'alcool et dès la première gorgée, il adore la sensation que cela lui procure. L'espace d'un instant, il oublie ses problèmes et il se sent beaucoup plus confiant avec les autres. Quelques années plus tard, alors qu'il est sur le tournage du film Coup de foudre et conséquences avec Salma Hayek, il fait un grave accident de jet ski. Il sera hospitalisé et c'est là qu'on va lui donner des médicaments auxquels il deviendra complètement addict. Et c'est au point où il dira qu'à chaque fois, il avait l'impression qu'on remplaçait son sang par du miel chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrifiant. À sa période la plus critique, il ira jusqu'à consommer plus de 50 pilules par jour et ce pendant des années. Le livre parle également de Friends, forcément, la série qui a tout changé pour lui. Friends, tournée de 1994 à 2004, il considère ces 10 années comme les plus belles de sa vie. Une série dans laquelle il intègre une bande de potes qui deviendront ses véritables amis dans la vraie vie. Matthew Perry, au début de Friends, était même amoureux de Jennifer Aniston. Un amour qui était malheureusement non réciproque. J'ai une petite anecdote que je trouve vraiment incroyable et qui montre à quel point le destin peut être surprenant. En 1994, à Hollywood, des rumeurs courent sur une toute nouvelle série qui devrait voir le jour. Le pitch de la série est envoyé un peu partout et il fait grand bruit. Le casting n'a même pas encore débuté que les gens en parlent comme la série qui devrait cartonner cette année 1994. Producteurs, acteurs, chaînes de télé, ils le sentent, cette série pourrait être le début de quelque chose de grand. Et tout le monde a envie d'en faire partie. Après plusieurs semaines intensives, on approche de la fin du casting. Il ne reste plus qu'à trouver une personne pour jouer le rôle de Chandler Bing. Comme tout le monde dans le milieu, Matthew a entendu parler de la série. Il a demandé à son agent d'envoyer le pitch et en lisant le texte de Chandler, c'est la révélation. Il le sait, il le sent. Sa sensibilité, son empathie, son humour lourd pour masquer la gêne ou la tristesse, Chandler c'est lui à 100%. Mais il y a un hic. À cette même période, il joue déjà dans la série L'Axe 2194, une série qu'il n'aime pas. Mais il doit bien jouer pour vivre. Son contrat l'engage à être en exclusivité sur la série, il ne peut jouer nulle part ailleurs, il est dégoûté. À cette période-là d'ailleurs, ces mêmes producteurs galèrent à trouver leur Chandler. À cette même période-là, Craig Bierko, un acteur new-yorkais, est un jeune homme dont le destin pourrait bien basculer. Il a été approché par deux productions, celle de Friends pour jouer Chandler et celle de Best of Friends pour jouer un autre rôle. Ce jeune homme est complètement perdu car il doit faire un choix. Pour cela, il décide de faire appel à deux très proches amis. Hans Azaria, qui vous reconnaissez peut-être comme l'ancien petit ami de Phoebe, et Matthew Perry. Il appelle Matthew Perry et lui dit rendez-vous demain au café. Café auquel ils vont pratiquement tous les jours. Le lendemain, il leur explique. J'ai été pris pour deux rôles, Best of Friends et Friends, pour jouer Chandler Bing. Vous me conseillez quoi ? Hans, lui, a postulé déjà pour le rôle de Joey sans succès. Matthew, lui, n'a pas postulé pour le rôle de Chandler, mais il rêverait de l'interpréter. Il le sait qu'il est fait pour ce rôle, d'ailleurs tout le monde le sait, puisque toutes ses connaissances qui ont postulé pour le rôle de Chandler sont allées le voir lui, pour lui demander de les aider à interpréter le rôle car Chandler leur faisait penser à lui. Matthew est partagé entre la joie pour son ami et la tristesse pour lui-même. Malgré tout, lui et Craig sont amis depuis des années, ils se voient tous les jours, il se dit qu'il se doit de lui dire ce qu'il pense, à savoir de choisir Friends. Craig les remercie. Matthew et Craig se rendent tous les deux dans une cabine téléphonique afin que Craig y passe un coup de fil. C'est son agent au téléphone et il l'informe qu'il a fait son choix. C'est Best of Friends. Matthew, qui se tient juste derrière, est choqué. Craig n'a pas écouté ses amis.
Il pense que Best of Friends aura plus de succès que Friends et il raccroche. Le casting de Friends n'avance toujours pas et il ne reste plus qu'une semaine avant le début du tournage. C'est une catastrophe. Matthew est toujours prisonnier de son contrat avec l'Axe 2194 et il n'en peut plus. Il supplie chaque jour son agent de trouver un moyen de lui faire passer le casting et celui-ci finit par céder. Il passe le casting et tout le monde est unanime, c'est lui Chandler. Les producteurs vont alors jouer un coup de poker, tout comme pour Jennifer Aniston qui rencontre le même problème en pariant que la série l'Axe 2194 ne marchera pas et que donc le contrat finira par être caduque. Matthew Perry va devenir Chandler Bing et vous connaissez la suite. Concernant Craig, ça a été la douche froide pour lui. La série Best of Friends a complètement floppé et c'est au point même que j'ai essayé de taper le nom de la série sur internet et je ne l'ai même pas trouvé, aucune trace. Pire encore, quand on tape Best of Friends, eh bien on tombe sur Friends, la série qui aurait pu changer sa vie. Après cet échec pour Craig et ce succès pour Matthew, les deux amis ont cessé de l'être. 2 ans plus tard, Craig a appelé Matthew, ils se sont vus chez lui et Craig lui a dit tout ce qu'il ressentait. Qu'il était dégoûté de ne pas avoir fait le bon choix. Il était devenu jaloux du succès professionnel et financier de celui-ci, c'est pour cela qu'il a pris ses distances. En parlant de finances, je pense que tout le monde sait que pour la dernière saison de Friends, les acteurs ont chacun perçu plus d'$1 million par épisode. Eh bien, sachez que ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ça concerne aussi la saison 8, $1 million, la saison 9, $1 million, et pour la saison 10, on n'est pas sur $1 million, mais 1 100 000, ce qui fait 67 800 millions d'euros par tête, soit 406 800 000 $ au total. Et c'est sans compter les royalties de $20 millions chaque année pour chaque acteur. C'est du délire de voir à quel point juste une série, elle a changé la vie de 6 personnes lambda qui étaient complètement paumées et fauchées avant de jouer dans Friends. Mais c'est bien mérité car si la Warner se permet de déverser autant d'argent, c'est bien parce que la série leur rapporte plus d'$1 milliard par an. Pour en revenir au livre, je l'ai adoré. J'ai compris l'être sensible et fragile qui se cachait derrière Matthew Perry. Il m'a beaucoup appris, notamment sur les addictions, sur le fait qu'en fait la célébrité et la richesse n'a aucunement soigné ses blessures, qu'il fallait vraiment parler pour se faire aider, qu'un divorce ce n'est pas une affaire légère et qu'il fallait vraiment réfléchir avant de fonder une famille. Un manque de confiance en soi peut engendrer des conséquences terribles. Son livre, il l'a écrit l'année dernière, en 2022. Il se disait sobre et rêvait de fonder une famille. Et je vous avoue qu'à la fin du livre, j'ai été extrêmement triste parce que je suis triste pour lui qu'il n'ait pas trouvé la femme avec qui il aurait fondé l'enfant de ses rêves. C'est tragique, mais soyons heureux qu'il ait pu vivre aussi longtemps au vu de ses fortes addictions. Si j'ai juste une chose à rajouter, c'est évitons de juger les gens trop vite sur leur comportement. On ne sait jamais ce que cela cache derrière. Voilà, c'était la revue de mes livres de 2023. Donc j'ai atteint mon objectif des 24 livres et je suis tellement contente, tellement fière de moi. Et comme je le disais dans le vlog, en fait c'est pas juste lire des livres pour lire des livres. C'est vraiment, je me suis donné un putain d'objectif que j'ai jamais réalisé en 2021, en 2022. J'avais foi de le faire en 2023 et j'ai réussi et je suis juste trop fière de moi. Franchement, comme je vous ai dit, cette année n'a pas été facile, mais le fait d'avoir ces livres-là, ça m'a vraiment en fait permis de m'évader le temps de quelques instants et d'être plongée dans l'histoire d'autres personnes. Je suis très fière des livres que j'ai lus parce que sur les 24, il n'y en a que 2 que j'ai pas trop kiffé. Sinon les 22 autres, je les ai adorés. Pour l'année 2024, je me suis fixé un autre objectif un peu plus grand, celui de lire 30 livres. J'espère de tout cœur pouvoir le faire. J'avoue que ça commence entre guillemets un peu moins bien parce que là on est, je crois, le 6, c'est ça? On est le combien? On est le 5 et j'ai toujours pas commencé à lire. Il faut que je me casse moi, il est 16h. J'ai toujours pas commencé, donc voilà. Et pour être très honnête, j'ai même pas de liste. Je sais pas encore ce que je vais lire, mais on verra bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'adore avoir l'avis des autres gens pour qu'on échange notre point de vue sur l'histoire. À toi t'as pensé ça de ce livre, moi j'ai pensé ça. Ah non, moi ce passage-là il m'a fait kiffer, moi pas. Vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'aimerais, si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, que vous me disiez aussi, pareil, si vous avez kiffé. Voilà, tout simplement. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Si vous êtes encore là, waouh, bravo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, à la prochaine.